Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Boujna, le PDG d'Euronext. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, on a souvent parlé ici et ailleurs des gagnants de la crise, les GAFA, la grande distribution, les livraisons de repas à domicile. On pourrait les collectionner, les jeux en ligne, les plateformes vidéo, l'équipement de la maison, la rénovation du logement, etc. etc. Quand on voit les résultats d'Euronext, publiés depuis maintenant peut-être un mois, donc on arrive un peu tard, mais quand même, on pourrait mettre Euronext aussi dans le lot des gagnants de la crise. Chiffre d'affaires en hausse de 30%. Alors vous me direz, en organique c'est 13, mais quand même, entre 13 et 30, c'est vachement bien. Bénéfice en hausse de 40%. Il n'y a pas de crise pour Euronext? C'est-à-dire que c'est une année où nous avons bénéficié de deux choses. Les acquisitions que nous avions réalisées dans les années précédentes, qui ont produit tous leurs effets pendant l'année 2020, mais c'est vrai que quand contribue à ce résultat l'acquisition de Nord Pool, la plateforme de trading d'énergie que nous avons acquise à Oslo, la plateforme de trading, de conservation et de livraison, règlement livraison des titres à Copenhague. Tout ça, c'est des actifs en plus qui contribuent à la croissance du groupe. Et puis par ailleurs, il y a ce que vous indiquez, c'est-à-dire une forme d'accroissement des volumes, des échanges, tout simplement. Parce que c'est pas écrit, hein. On aurait pu imaginer qu'avec une crise aussi importante, il y ait des volumes pour le coup qui soient... Cette crise porte un accroissement des volumes parce que ce qui s'est passé, c'est une très forte rotation d'actifs. Ouais. Pour faire dire les choses simplement, au mois de mars 2020... On vend les avions, on vend les compagnies aériennes... Beaucoup de gens, avec le développement de la pandémie, ont imaginé que les choses allaient être très, très pénibles et très incertaines, et beaucoup d'actifs ont été vendus, beaucoup de secteurs ont été vendus. Et puis, il y a commencé à avoir beaucoup de rotations. La plus caractéristique étant celle de novembre 2020, où vraiment, ce qui était rouge en mars est devenu vert en novembre. Et entre-temps, il y avait une telle différenciation entre les secteurs, entre les pays, entre les géographies, que pendant un an, les investisseurs ont beaucoup réalloué leurs risques, plus que dans une année normale où il y aurait eu moins d'incertitudes sur les actifs. Donc c'est une année avec beaucoup d'informations sur beaucoup de secteurs, et donc beaucoup de rotations, et donc beaucoup de transactions. Mais peut-être exceptionnel. D'où la question derrière, c'est 2021. Est-ce que 2021 peut être du même acabit, aussi florissant que 2020 parce que... 2021 commence très bien pour deux raisons. D'abord parce que l'incertitude n'a pas disparu. Il y a toujours même trois raisons. L'incertitude n'a pas disparu, donc il y a beaucoup de rotations d'actifs qui se poursuivent, notamment un retour sur un certain nombre de valeurs qui avaient notamment les valeurs bancaires. Par exemple, mais c'est vrai aussi de l'automobile, de l'aéronautique, etc. Les valeurs qui avaient été très fortement affectées négativement au début de l'année dernière. Et puis, il y a un deuxième effet qui est l'abondance des politiques monétaires non conventionnelles, c'est-à-dire les injections de liquidités par les banques centrales, qui ont un effet très précis, c'est l'écrasement des taux fixes. Aujourd'hui, les taux fixes ne produisent aucun rendement. Donc, quand on veut du rendement, il n'y a que la classe action. Il faut aller sur les actions. Et donc, le deuxième cet argument, on l'entend depuis toujours, c'est le fameux TINA, hein, There is no alternative, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rendement, mais ça fait longtemps qu'il n'y en a plus sur les obligations, et donc il faut aller sur les actions. Et qui offre du rendement, mais sauf que ce qui est nouveau avec les taux d'intérêt bas, voire négatifs depuis un an, c'est que avec des taux fixes, dans le meilleur des cas, vous ne gagnez rien, et dans le pire des cas, après inflation et frais de gestion, vous avez des rendements négatifs. Donc la classe action offre du rendement. Donc ça, c'est le deuxième effet. Puis le troisième effet qui peut apparaître anecdotique, mais qui l'est de moins en moins, c'est le retour des investisseurs particuliers. Le nombre d'investisseurs particuliers qui ont investi en bourse en 2020 par rapport à 2019 a triplé, et le volume qu'ils représentent a doublé. Donc il y a vraiment un retour d'intérêt très fort pour la classe action, pour les marchés liquides. Et un des indices de ce dynamisme en début d'année 2020, c'est le retour du pipeline, enfin du carnet de commandes des IPO, des introductions en bourse. On va en parler. Donc pour vous, 2021 peut-être une aussi bonne année que 2020 pour Euronext? Je ne sais pas, c'est pas à moi de faire une guidance ici, en tout cas surtout Ou 2020, voilà, est-ce que c'est vraiment exceptionnel ou on peut rester sur quelque chose de fort aussi, c'est ça? Non, ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'année 21 a très bien commencé sur la base des volumes qui sont rendus publics tous les jours, sur la base du carnet de commandes des IPO qui n'a jamais été aussi élevé depuis une dizaine d'années, sur la base des tendances de fonds qui, elles, vont durer, le retour de la classe action par rapport aux obligations, j'en ai parlé, le retour des particuliers, l'appétit des fonds propres, l'appétit des investisseurs en fonds propres pour les produits ESG qui sont extrêmement importants et sur lesquels Euronext apporte une offre et une contribution particulière. Ça, c'est des tendances lourdes qui vont continuer. Donc on est assez confiant sur l'année 21. Ouais.
Bénéfice donc en hausse de 40%. Résultat, le dividende sera relevé si c'est voté, évidemment, de 1,50 € en 2019 à 2,25 €. Vous nous promettez 60% de hausse du dividende chaque année? Non, moi je promets Je rien. taquine, je taquine. Le premier trimestre n'est pas encore terminé. J'indique juste que sur certains aspects de la ligne de revenus d'Euronext, les choses sont très encourageantes pour le premier trimestre. Ouais. Sur l'action Euronext, 2 mots, après on passe à la finalisation du rachat de la bourse italienne. On est sous 85 €, en baisse de 15% sur 6 mois. Et en baisse par rapport au point haut qui était à 110 € en octobre. Comment vous expliquez ce retournement de tendance? L'action gagne 20% sur un an et 40% sur 3 ans. Il faut le rappeler évidemment, mais voilà, il y a, alors que les résultats non, là, sont très bons, tous les professionnels des augmentations de capital vous le diront. Nous allons refinancer l'acquisition de Borsa Italiana, et ça fait une transition avec votre question suivante, j'imagine, par une augmentation de capital de taille significative, de l'ordre de 2,4 milliards, c'est-à-dire 40% de la capitalisation boursière d'Euronext aujourd'hui. Quand le marché sait que vous allez faire cette opération, il sait qu'il va y avoir l'opportunité d'entrer dans Euronext avec une décote dans quelques semaines. Et donc la demande pour le titre Euronext quand des gens vendent est moins forte parce que ceux qui veulent rentrer attendent. Donc c'est un bon point d'entrée, vous écoutez. C'est forcément un excellent point d'entrée parce qu'il reflète, il price déjà l'augmentation de capital de taille significative qui va intervenir dès qu'on sera en mesure de compléter, de closer, comme on dit, de réaliser, pour parler français, l'acquisition de Borsa Italiana. Alors justement, c'est attendu d'ici peu, alors on dit d'ici l'été, qu'est-ce qui reste comme étape? Bruxelles a donné en début de mois son feu vert à l'opération. Qu'est-ce qui reste comme il reste un processus d'autorisation en Italie essentiellement, avec une autorisation de la Consob, qui est l'autorité des marchés. Formalité une autorité de marché, c'est jamais une formalité, c'est un dialogue très intense avec des responsables qui exécutent et qui appliquent leur mandat. Et puis aussi Banca d'Italia, la Banque centrale d'Italie, qui a un rôle important sur la supervision de la société de compensation en Italie, CCNJ. Mais le plus dur est fait. Rien n'est fait quand tout n'est pas fait. Donc il faut conduire ce processus jusqu'au bout. Les dernières étapes sont moins nombreuses que les premières. Nous avons derrière nous l'autorisation par le collège des régulateurs d'Euronext, derrière nous l'autorisation de la reconnaissance d'Euronext comme suitable purchaser par la Commission européenne, vous l'avez mentionné vous-même, un certain nombre d'autorisations qui étaient nécessaires dans différents pays où des actifs de Borsa Italiana. Je suis plutôt confiant parce qu'on a un dialogue depuis le mois d'août avec les autorités italiennes auprès desquelles nous nous sommes d'abord présentés et dans le cadre du processus conduit par LSE pour vendre Borsa Italiana, avec lesquels nous avons expliqué notre projet assez longuement à plusieurs reprises en septembre et octobre, auprès desquels nous avons transmis des informations très détaillées en novembre et avec lesquels nous avons un dialogue très très étroit depuis janvier, février et là ces dernières semaines. Donc je suis confiant dans la qualité de la communication qu'on a avec des autorités de tutelle extrêmement professionnelles à Rome. Donc à faire plier, boucler avant l'été. Non, je n'ai pas dit ça. Non, avant l'été, dans le calendrier. Oui, absolument. Le calendrier que nous avons indiqué à nos investisseurs, c'est que cette opération devrait être, sous réserve de l'autorisation des autorisations qui nous manquent encore en Italie, bouclée, réalisée avant l'été. Alors un petit mot, Stéphane. Avant la fin du mois de juin. Avant la fin du mois de juin. Un petit mot des IPO, des introductions en bourse. On a vu que OVH Cloud allait toquer à la porte, les ventes de voitures en ligne Aramis aussi. Il y a plusieurs projets de cotation qui ont été annoncés au mois de mars. Est-ce que 2021, c'est enfin le grand retour des IPO à Paris? Parce que 2020 était, je crois, l'un des pires millésimes depuis 8 ans. Oui, le 2020 était un peu meilleur que 2019, mais à peine. Non, 2021 devrait être bien meilleur. On observe ça sur les différents marchés d'Euronext, essentiellement à Oslo, Amsterdam et Paris. Et pour se focaliser sur Paris, c'est vrai que vous avez à la fois des entreprises qui cherchent à lever des fonds propres parce qu'elles souhaitent profiter de l'abondance de demandes pour la classe action pour se constituer des capacités de financer le risque, l'innovation, la croissance.
Et puis vous avez en face des gens qui cherchent des objets dans lesquels investir. Et puis ce que je disais sur le retour des particuliers est très important quand on parle d'IPO parce que de manière assez intéressante, les particuliers s'intéressent beaucoup aux nouveaux objets qui entrent en bourse. La participation des particuliers aux introductions en bourse, que ce soit des grosses opérations comme la financière, comme la Française des Jeux, pardon, ou des entreprises de technologie, la participation des particuliers est toujours disproportionnée par rapport aux gestions institutionnelles. Donc il se passe quelque chose où les entreprises ont besoin, soit après le Covid, pour reconstituer leurs fonds propres, soit grâce aux opportunités qu'elles ont identifiées et qu'elles veulent financer en fonds propres, elles ont besoin de fonds propres, et les particuliers, les institutionnels, veulent aussi investir dans les fonds propres parce que c'est là où il y a du rendement. Et cet alignement de planète va être très favorable en 2021. Pour être parfaitement honnête, il ne faut pas exclure quand même, parce que ça arrive toujours comme ça, on a moins d'IPO à la fin de l'année que ce qui était prévu en début d'année, puisque un certain nombre d'opérations s'évaporeront dans le cas du dual track avec les fonds de capital investissement de private equity. Vous avez toujours... Vous faites la transition, ça. Vous avez toujours des fonds qui vendent des actifs ou des propriétaires qui veulent céder un actif, qui hésitent entre je rentre en bourse, j'accepte une décote d'IPO, mais je capture la croissance future de l'actif, et ceux où je réalise une prime de M&A, je vends tout de suite, mais je prends l'argent et je m'en vais. Et cette dichotomie, elle existe toujours. Et ce qu'on observe de plus en plus souvent, c'est que surtout quand les ventes sont faites par des fonds qui considèrent que l'introduction en bourse est l'une des palettes de sortie à côté de la vente à un industriel qui fera des synergies ou à la vente à un autre fonds, il y a une banalisation du dual track. Et ça, c'est vrai que ça produit parfois une sortie de route du pipeline IPO vers la session M&A. La concurrence est de plus en plus vive entre justement le private equity, entre les fonds d'investissement et la bourse. Non, c'est pas une concurrence, parce que c'est un retour. Moi, je pense que les investisseurs particuliers ou institutionnels veulent des actions, veulent des fonds propres. Il y a plusieurs manières d'investir, de prendre un risque de fonds propres. Si vous êtes un happy few, vous pouvez investir dans le private equity. Il y a moins de liquidités et il y a une diversification incroyable des formes d'investissement dans le private equity. Vous avez l'arrivée des SPAC, qui est un véhicule hybride maintenant. Bon. Mais il y a quand même des gens qui ne sont pas des happy few, qui sont des investisseurs qui sont seuls devant leurs écrans et qui pensent, enfin ceux qui sont hébergés, dont le travail est facilité par les services qui sont dans cet immeuble, et qui ont besoin d'entrer directement sur le marché lorsqu'ils veulent capter un projet de fonds propres. Et donc pour eux, il n'y a que la bourse. Et il y a des gens pour qui la liquidité est importante, la liquidité authentique. Et donc ce qu'apportent les marchés cotés, c'est quelque chose de complémentaire parce que fondamentalement différent. Certains vous diront que les coûts sont élevés, qu'il y a des lourdes contraintes réglementaires, qu'il y a la volatilité des cours et que finalement, de ne pas être coté, on peut aussi lever des fonds facilement, on vient moins, il n'y a pas besoin de faire des guidance tout le temps. Mais très bien, très bien. Il y a quelques d'où la concurrence. Oui, non, c'est pas une question de concurrence, c'est que la cotation répond à des besoins particuliers, à un moment précis d'une entreprise. Si vous voulez faire des acquisitions en levant du capital, si Euronext était une société privée non cotée, nous n'aurions pas pu acheter Borsa Italiana. Nous pouvons acheter Borsa Italiana parce que nous pouvons réaliser une augmentation de capital de 2,4 milliards, parce que nous arrivons avec un projet de croissance qui a été approuvé par 100% des actionnaires, et parce que notre cours est coté, et parce que ceux qui achètent une action Euronext vont pouvoir participer aux synergies que nous allons créer en Italie, nous pouvons réaliser cette opération. Donc il y a des moments où, effectivement, comme vous le dites, c'est peut-être indifférent. Pour lever des fonds propres ou pour créer de la liquidité pour les fondateurs ou les investisseurs historiques, il y a des situations où la situation est à peu près indifférente, voire même favorable au private equity, parce que vous vendez avec une prime de M&A, alors qu'en IPO, vous avez une décote d'IPO. Mais j'allais dire, tout dépend ce que vous voulez faire. Pour le management, si vous rentrez dans un monde du private equity, vous savez que l'objectif... Pas besoin de publier son salaire quand on est dirigeant dans le Bien sûr, mais parfois c'est un problème. Parfois c'est un problème. Pour l'immense majorité des entreprises, ça ne l'est pas. Mais parfois ça c'en est un. Mais surtout, à part la transparence de l'information, qui est quand même un sujet assez secondaire. La vraie différence, c'est qu'un fonds de private equity, sa mission fondamentale, son ADN, c'est la géosphère.
puisqu'on parlait de football tout à l'heure. C'est-à-dire que ça consiste à coacher, entraîner, développer des entreprises, les faire croître, les muscler et revendre les athlètes. Mais le projet du private equity, c'est de revendre un actif. Et c'est normal. C'est pour ça que les investisseurs investissent dans le private equity. La bourse, c'est entrer dans un horizon ouvert dans lequel l'entreprise envisage de manière non bornée dans le temps de croître et de se développer. Donc, si vous voulez transformer votre secteur, si vous voulez croître indépendamment du projet de cession des actionnaires, il y a une solution. Donc, il n'y a pas une concurrence. Et d'ailleurs, vous savez, 2/3, voire parfois 3/4 des IPO qui sont portés sur les marchés d'Euronext sont présentés au départ, par des fonds de private equity. Après, la réalité, c'est qu'on constate, Stéphane Bougenin, une forme d'attrition quand même des différentes places boursières. On a les chiffres de EY sur 2020 que vous avez dû voir. Tout comme en 2019, le nombre d'intros est nettement inférieur aux sorties de la cote. 8 entrées à la Bourse de Paris contre 26 sorties. Cette attrition, encore une fois, qui dépasse le cadre de la Bourse parisienne, est-ce que ça vous interpelle, ça vous inquiète, ou est-ce que ça glisse sur, comme un pet de lapin sur une toile cirée mouillée? Non, c'est pas une... j'emploierai pas ce genre d'image, mais c'est tout à fait normal, parce que si on décrit la photographie dans son ensemble, il faut constater que la capitalisation boursière de la bourse a beaucoup cru. C'est-à-dire qu'il y a moins d'entreprises, mais on a un CAC à 6000 points. Donc, la capitalisation boursière des objets qui sont cotés en bourse signifie la plus grande capitalisation boursière française. Elle fait plus de 300 milliards d'euros. On était dans un monde, quand nous étions jeunes et minces, vous l'êtes restés, où les capitalisations boursières les plus importantes, elles étaient péniblement au-dessus de 100 milliards d'euros. Donc, les choses ont changé. Concentré sur moins d'entreprises. Ce qui pose d'autres questions aussi. Oui, mais c'est vrai aussi du Nasdaq, c'est vrai aussi du NYSE, etc. Ce qui est vrai, et ça c'est le lien peut-être avec le private equity, c'est que pour des objets de taille plus modeste, les alternatives à la cotation sont devenues plus abondantes, plus banales. Donc moi je ne crois pas qu'il faut s'inquiéter de tout ça, d'autant plus qu'entre l'analyse de EY qui est rétrospective et le tournant qui s'est produit dans le courant de la fin de l'année 2020 et qu'on observe en 2021, j'ai des conversations tous les 2 jours avec des gens qui envisagent de se coter en bourse en 21, les choses sont en train de s'infléchir extrêmement vite. Ouais. Et quand on voit petit commentaire sur toutes les intros qu'on a aux États-Unis, à des niveaux de valorisation qui sont absolument incroyables sur le Nasdaq, là pareil, ça peut vous interpeller de voir du Airbnb valorisé 100 milliards comme ça, des boîtes qui font plus 50, plus 80%, qui ne gagnent pas d'argent, qui en perdent, pour le coup, c'est pas... Ou des niveaux de valorisation qui sont quand même... Ce qui guide la valorisation des entreprises cotées, ce sont les anticipations de croissance. Il existe des investisseurs sur la base de l'information disponible qui peuvent penser que certaines entreprises sont en capacité de créer un leadership mondial qui les met dans une situation très, très attractive. Tesla, 800 milliards d'euros de capi, c'est pas quelque chose qui vous semble délirant? Mais moi, je n'ai pas d'avis sur les valorisations fondamentales. Il y a des gens dont le métier est d'investir et qui ont pensé que c'était un bon prix d'entrée. C'est un environnement américain avec une politique monétaire très accommodante. Un jour qu'on fasse un sujet là-dessus, cette politique monétaire. Il faut recycler l'argent qui descend des banques centrales. Une partie est recyclée dans de la dette pas chère. Une partie est recyclée dans des investissements sur des actifs en fonds propres. Et donc, ça peut conduire à ce genre de valorisation. Et de plus en plus sont investis sur des actifs green. Et c'est donc, avant de se quitter, on en parlait un petit peu, Stéphane Bougenin, Euronext qui a lancé, c'était lundi, je crois, un CAC 40 en version responsable. Un CAC 40 ESG. Un CAC 40 ESG. Est-ce qu'à terme, mais à terme, ça peut détrôner notre bon vieux CAC 40 parce qu'on est en train de changer de monde? Non, parce qu'il y a une bascule quand on voit les chiffres en termes, encore une fois, de collecte sur l'ESG en Europe, mais c'est hallucinant. Absolument. Donc il y a 2 choses très différentes. Il y a un objet qui est le CAC 40 qui reflète les plus grandes sociétés, les plus liquides et donc qui ont le flottant le plus important sur les marchés français. Et puis il y a quelque chose que nous demandaient les gestionnaires d'actifs, les grandes gestions mondiales et françaises, qui depuis plusieurs années déjà ont appliqué des critères de protection de l'environnement ou de travail pour décarboner l'économie, des critères de responsabilité sociale, des critères de transparence de la gouvernance. Ils ont appliqué ces critères dans leur choix d'investissement. Et ils nous ont dit,
on a besoin d'un support indiciel pour faire les choses de manière synthétique. D'où l'idée de prendre le CAC 60, c'est-à-dire le CAC 40 plus le Next 20, les 60 entreprises les plus importantes, et de demander à un tiers qui fait le travail de cotation, Vigeo, de faire ce screening. Il y a Airbus qui n'est pas dans le CAC 40 ESG, Hermès, Saint-Gobain, Total, Dassault Systèmes. Oui, c'est quoi les critères alors pour, moi, je sais que c'est pas vous, c'est Vigeo ça. Ça, il faut poser la question à Vigeo. Moi, je ne commande pas ces critères parce que vous pourriez parler aussi de ceux qui entrent, qui n'étaient pas le CAC 40. Arkema, Accor, EDF, etc. Donc, il a vocation à être grand public, à devenir un indice grand public. Oui, je pense qu'une partie d'abord la gestion institutionnelle va investir sur ces produits et progressivement d'ailleurs nous allons l'étendre à d'autres supports indiciels de la place de Paris. Il y aura un jour un SBF 120 ESG pour permettre de couvrir un peu plus un spectre beaucoup plus vaste d'entreprises. Et ce qui est très important, c'est que ça répond à une demande profonde et comme vous le dites, à une transformation des préférences. Pendant des dizaines d'années, dans la période que nous évoquions autrefois. Vous étiez filiforme. Et voilà. Et moi aussi. Et moi aussi. On nous apprenait que les investisseurs cherchent du rendement et de la liquidité. Ouais. Maintenant, les investisseurs cherchent du rendement, de la liquidité et la conformité à ce type d'objectif. Ouais. Et c'est une réalité. C'est juste le nouveau monde. Le basculement de BlackRock autour de ces objectifs, le basculement d'Amundi autour des objectifs et le basculement aussi puissant mais plus discret des autres grandes gestions institutionnelles en France et à l'étranger contribuent à cela. Donc nous, est-ce que la crise a accéléré ça? Est-ce que la crise pandémique, la pandémie... Bien sûr. La crise a révélé des besoins de solidarité, a re-raté la santé, l'action collective, la responsabilité commune. Ouais. Et donc, ces choses étaient déjà très engagées. Elles n'ont pas été découvertes à l'occasion de la pandémie. Mais il y a une accélération. Les choix que j'évoquais des grandes gestions mondiales, et notamment Amundi et BlackRock, pour ne prendre qu'un, c'est des choix qui datent de janvier 2020. Ouais. Donc, il y a eu une accélération. Et ce qui était important pour nous, c'est de faciliter et d'accompagner en offrant les instruments de gestion indicielle dont ont besoin les investisseurs et aussi de permettre, en facilitant le dialogue entre les émetteurs, les sociétés et Vigeo, à chacun de rendre plus clair ce qu'il fait. Parce que la difficulté avec ces sujets d'ESG, c'est que comme ce sont des préférences collectives nouvelles, qualitatives, bien sûr, les entreprises communiquent beaucoup. Mais souvent, des choses assez importantes qu'elles font ne sont pas connues. C'est pas comme les comptes, IFRS ou GAAP. Et là, il faut vraiment un dialogue entre l'entreprise qui raconte dehors ce qu'elle fait en interne à l'agence de notation. Et c'est ça qu'on va faciliter. CAC 40 ESG qui est en dessous de 2000 points, j'ai vu. Oui. Ça, c'est un indice qui commence. Non, mais voilà. Oui, il y a un jour, peut-être qu'on en parlera, peut-être qu'un jour, on parlera plus du CAC 40, pas tout de suite. On dira le CAC 40 ESG. Je ne crois pas parce que ça sert deux objectifs très différents. Si vous voulez investir dans un indice qui reflète, pour dire les choses simplement, l'appareil de production des grandes entreprises cotées dans un environnement français. Bien sûr, les entreprises que vous avez citées participent. Total est une plus grande entreprise française, Airbus est une des plus grandes entreprises européennes, et évidemment, elles ont leur place. Il s'agit juste d'un classement relatif des 40 entreprises qui, parmi 60, sont un peu meilleures que les autres. Ce sont les meilleures de la classe. Mais j'insiste beaucoup, chacune des entreprises qui sont dans cet indice font des efforts considérables je vous avais cité quelques entreprises qui ne font pas partie du CAC 40 ESG, elles sont engagées dans des démarches extrêmement puissantes pour adhérer à ces critères. C'est évident. Ici, on le voit bien. Absolument. Ouais. C'est juste qu'en termes relatifs, à ce stade, elles n'ont pas été dans les 40 premières, mais cet indice sera revu, comme le CAC 40, tous les 3 mois, par un comité scientifique. Il est pour bientôt, le comité scientifique, là, sur le CAC 40, j'ai vu que... Il sera oui, là, bientôt, oui. Peut-être Edenred qui pourrait rentrer au CAC 40. On l'aura d'ailleurs, le patron d'Edenred, dans les prochains jours. Il sera à votre place. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Stéphane Bougin, donc le PDG de Renex, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.